Jamais. Parce que Enfin, pour moi, oui, mais pas pour vous. On parle avec ses tripes. Et en fait, et je suis tenté de vous répondre. Je vais faire comme les journalistes dans la titraille. Démosthène, réveille-toi, ils sont devenus nuls. Démosthène, ça y est, il prenait des cailloux dans ses bouches et il allait sur la plage pour se faire la voix. Grand orateur. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, la pensée grecque et latine définissait la rhétorique à partir de 3 éléments. Et en fait, ça n'a pas bougé. D'abord, l'éthos. L'éthos qui se rapporte à l'auteur. Parce que il faut une aura. Et il faut une cohérence, c'est ça l'éthos, entre celui qui parle et ce dont il parle. Par exemple, dirait Démosthène, un président qui parlerait de la guerre et qui n'a pas fait son service militaire, il manque à l'éthos. Ensuite, il y a le logos. Le logos, c'est l'argumentaire, c'est la logique, parce qu'il faut convaincre. Et enfin, il y a le pathos, parce qu'il faut séduire. Il faut de l'émotion, il faut exalter. Alors, qu'est-ce qu'un grand discours? Je dirais c'est un discours qui... c'est une parole inhabituelle dans la forme et qui marque l'histoire. Et alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est que je pense à Macron, par exemple. 2 heures à la Sorbonne et on s'endort. Un grand discours, c'est le contraire souvent. Il faut être laconique. Et dans l'histoire, les grands discours sont laconiques, en fait. La locution la plus rapide de toute l'histoire de l'Antiquité, c'est Caton l'Ancien, qui, devant le Sénat romain, prononce la phrase suivante « Delenda est Carthago ». Tout est dit. Cette injonction va déclencher la destruction de Carthage. Plus tard, il suffira d'un mot du pape Urbain pour mettre en marche l'histoire et envoyer jusqu'à Jérusalem la fine fleur de la chevalerie de tout l'Occident. À tous ceux qui se croisent, le ciel s'ouvre. Tout est dit. Mais plus près de nous, tout près de nous, il y a eu ce genre d'apostrophe au laconisme fulgurant et insolent. On pense évidemment à Kennedy à Berlin. Ich bin ein Berliner. Les soviets ont compris. Ça suffit. Ou encore, De Gaulle à Montréal. Vive le Québec libre. Toute l'Amérique a compris, y compris Mathieu Bock-Côté. À qui on pense en cet instant. Petit message. Je pense que c'est un message. Vive Mathieu Bock-Côté, libre. Plus récemment, encore, vous étiez trop jeune peut-être, mais ça m'a beaucoup marqué. Mitterrand au Bundestag. Les missiles sont à l'est, les pacifistes sont à l'ouest. La gauche a compris. Tout est dit. En fait, on est loin de la logorée chronique, on est loin des effets d'annonce, on est loin des éléments de langage. En fait, une parole qui marque l'histoire, c'est une parole qui a prise sur les événements. Et je pense en cet instant à un très grand discours. C'est Clémenceau qui enflamme l'hémicycle sous la verrière, le voilà qui arrive au lutrin et qui dit « Celui qui gagne », on est le 9 mars 1918, donc c'est la bascule.
Celui qui gagnera la guerre, c'est celui qui gagnera le dernier quart d'heure. Politique étrangère, politique intérieure, c'est tout un. Ma politique étrangère, je fais la guerre. Ma politique intérieure, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Et la gagne. Plus tard, le 18 juin, on a deux hommes qui parlent à deux peuples. On a De Gaulle qui parle au français et il fait une annonce en fait. C'est-à-dire qu'un grand discours, c'est un discours qui porte un mot sur le temps à venir. Et le mot est juste. Et il a ce mot, qui est l'essentiel de l'appel du 18 juin. Aujourd'hui, foudroyés par la force mécanique, nous serons demain vainqueurs par une force mécanique supérieure. Et pendant ce temps-là, il y a Churchill qui s'adresse au peuple britannique qui leur dit ceci. La bataille d'Angleterre va commencer. À tous ceux qui se préparent à faire leur devoir, je fais la promesse suivante. Si jamais, l'Empire britannique doit durer 1000 ans, alors je vous le dis, dans 1000 ans, il y aura encore des hommes qui diront « ce fut leur plus belle heure ». Un grand discours, c'est un discours qui touche les cœurs et qui exalte l'âme d'un peuple. Politique, prenez des notes. J'ai honte, Philippe de Villiers, d'avoir des feuilles parce que vous êtes sans fiche. Ça fait 5 minutes que vous nous expliquez ce que c'est un grand discours, sans fiche, sans rien. Eh ben, j'ai une petite question, Elliot. Allez-y, mais alors je le connais aussi, hein, et vous le connaissez mieux que moi, c'est-à-dire qu'il tient, il est chirurgical sur le temps. La réponse va être très rapide. Allez-y. Vous avez cité que des discours qu'on connaît parce qu'ils font partie de l'histoire. Depuis, disons, 20 ans en politique française, il n'y a pas un discours qui vous a marqué ? Celui de Villepinte était pas mal. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une idée, c'était le grand remplacement. Le discours d'Éric Zemmour. Et c'était son premier d'ailleurs. Ouais. C'était le premier discours d'Éric Zemmour lorsqu'il lance sa campagne présidentielle. Parlons de l'euthanasie à présent, Philippe de Villiers. Projet de loi sur la fin de vie qui est examiné par les parlementaires. Projet de loi qui ouvre la voie d'une aide active à mourir. Ni le mot euthanasie ou encore suicide assisté sont employés, mais dans les faits, on s'y approche. Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, était l'invité cette semaine d'Europe 1. C'est une voix qui porte. Écoutez, parce que Jean-Marc Sauvé alerte.